Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine du dimanche, La Totale sur ITV. Tout de suite le sommaire. Dans son message à la nation le 16 septembre dernier, le chef de l'État a déclaré que son souci c'est de tout faire pour rendre le quotidien des Sénégalais plus supportable. Macky Sall faisait notamment allusion à la cherté de la vie. Les prix sont en hausse depuis quelques mois et les prévisions économiques ne sont pas rassurantes. Ce sera notre sujet dans Confraternellement. Et dans ce tourbillon, tous les produits sont concernés. La tension sur le ciment fait planer beaucoup de menaces et nous le verrons dans Coin Éco. Bouillon Culture revisite un art ancestral, le henné. C'est une tradition culturelle transmise de génération en génération. L'application du produit revêt plusieurs significations selon les cultures, à suivre dans quelques instants. Et puis, tranche de vie, Abdoul Mbow sous les projecteurs, figure emblématique du paysage politique du Sénégal, grand défenseur des valeurs de la paix, le compagnon du président Macky Sall à cœur ouvert dans ce magazine. Évaluation de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques 2 ans après sa promulgation. Des experts décèlent plusieurs manquements. En première ligne, l'absence de communication. Et Khadija Diouf nous fera le point. Et enfin, notre diplomate ce soir, Dr Ousseynou Ka, spécialiste en relations internationales. Avec lui, nous allons discuter de la possibilité de faire du continent africain un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto. Bienvenue à tous. Alors personne ne s'en sort, distributeurs comme consommateurs, ils sont tous touchés par la cherté de la vie, la hausse des produits de forte consommation et cette situation est de plus en plus inquiétante. L'État tente de soulager les uns et les autres, mais nous n'apercevons pas encore le bout du tunnel. Khadija Diouf et Séléman Diallo nous en disent plus. Les marchandages vont bon train dans ce marché de la capitale sénégalaise. Ici, au marché Castor, la cherté des denrées alimentaires est réelle. Riz, huile, pommes de terre, tout a connu une hausse. Tout est cher, tout. Le sac de riz qui se vendait à 14 000 francs CFA se vend maintenant à 6 000 francs. Vous voyez l'autre sac là-bas, le plus grand va jusqu'à 25 000 francs. Et c'est cette même hausse que l'on note dans les autres denrées alimentaires. Comme l'huile et autres, c'est difficile. Même les produits non homologués, comme la viande et le poisson, ne sont pas exclus. Les commerçants déplorent un manque à gagner. Les kilogrammes de viande se vendaient entre 3 000 et 3 500. Maintenant, ça se vend jusqu'à 4 000 francs. C'est trop cher et ça ne nous arrange pas, nous vendeurs, car les clients n'achètent plus ce qu'ils achetaient avant. La hausse touche aussi les poissons. Le kilo qui se vendait entre 2 000 et 2 500 francs se vend maintenant à 3 000 ou 4 000 francs CFA. La caisse que je viens d'acheter coûte 600 000 francs. Tout est devenu cher. Nos clients, parfois, les uns comprennent. D'autres pensent que c'est nous qui augmentons les prix, alors que non. Ces commerçants ne sont pas les seuls à payer un lourd tribut face à la hausse généralisée des prix. Les ménages aussi peinent à joindre les deux bouts. Le kilo de la viande, c'est 4 000 francs. 4 000 francs pour 1 kilo. Et est-ce que le kilo va nous suffire pour une famille de 5 personnes? Ça ne suffit pas. On est obligé d'acheter plus. On ne peut pas épargner avec ce qu'on vit au Sénégal. Ce n'est pas possible. Et le riz, tout à l'heure j'ai demandé le riz Tyson qui vient du Japon. On l'achète à 600 francs le kilo. Je suis en train de voir si je peux l'acheter à 600 francs ou acheter le sac à 13 500 francs. Vous voyez, c'est pas facile du tout. Désespérés, commerçants et clients fondent leur espoir sur l'arrivée de Abdou Karim Fofana, le nouveau ministre du Commerce. Merci beaucoup Khadija Diouf pour ce reportage. Elle a donc fait le tour de quelques marchés pour constater cette hausse des prix dont on parle. Et nous, on va tout de suite approfondir le débat avec un journaliste au quotidien national Le Soleil d'Embadien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adam Anushkaba. Alors
De rien. Alors, vous êtes journaliste, donc vous êtes au fait, vous avez sans doute traité de ces questions, ou plutôt de cette question ces derniers temps. Comment pourrait-on expliquer cette hausse spectaculaire des prix des produits, notamment de grande consommation? Merci beaucoup, Adama. À plusieurs reprises, j'ai eu à faire des reportages sur le sujet, notamment pour aborder la cherté des prix, les origines, également peut-être les solutions. Le constat fait sur le marché est que depuis février 2022, nous constatons une hausse des prix en général de toutes les denrées, y compris le riz, l'huile, le sucre. Et vraiment, depuis février 2022, les prix ne cessent de grimper, et au grand malheur des ménages. Des populations. Vous avez sans doute cherché peut-être à recueillir les explications des autorités compétentes en charge de cette question, notamment le ministère du Commerce ou encore la direction du Commerce. Quelle explication a-t-on donné par rapport à cette situation? Au sein du ministère comme au sein de la direction du commerce intérieur, les explications restent les mêmes, à savoir la Covid-19. La Covid-19, le monde subit les affres de la Covid-19 depuis 2020, mars 2020 précisément. En ce moment-là, toutes les chaînes d'approvisionnement étaient perturbées. Et conséquence, les prix ont connu une augmentation fulgurante. Et après, c'est greffé la crise ukrainienne avec l'arrêt des importations, ce qui a aggravé la situation. Et résultat, toutes les denrées ont connu une augmentation. Par exemple, prenons le cas du riz. Le prix a été fixé à 1200 francs, mais à un moment donné, les boutiquiers vendaient le kilogramme à 1700 ou bien 1600 francs. S'il s'agit de l'huile, le litre était fixé à 1200 francs, et à un moment donné, le litre était vendu à 1800 francs. Et la Ce sont des hausses spectaculaires. Oui. Et la bouteille de 20 litres, qui coûtait 14 000 il y a 2 ans, se vend actuellement à 27 000, 26 000 francs, soit le double. Soit le double du prix. Mais considérant ces deux facteurs que vous avez énumérés tout de suite, le Covid-19, la crise russo-ukrainienne, nous avons connu des situations similaires, mais avec une période de retour à la normale. Mais est-ce que cette fois, vous pensez que ce phénomène ou bien cette hausse sera facile à juguler? Bon, cette hausse ne sera pas facile à juguler, dans la mesure où c'est ajouté la montée du cours du dollar, qui était de entre 550 et 560. Actuellement, c'est à 675. Jusqu'à 18h, c'était à 675. Avec la conjugaison de tous ces facteurs, il est impossible, voire difficile, de constater la baisse des prix dans le court terme. Dans le court terme. Ce sera difficile de constater la stabilité ou bien la baisse des prix dans le court terme. Donc nous devons continuer à subir, c'est ça? Il faut serrer la ceinture. L'État fait des efforts, certes, parce que la première action de l'État a été de renoncer à des recettes d'un montant de 47 milliards. Ensuite, s'en est suivi un autre renoncement de 50 milliards. Ensuite, ainsi de suite. L'État fait des efforts en renonçant à des recettes. Mais le problème, c'est que les populations, les ménages ne sentent pas les retombées de ces efforts. Peut-être que ça ne suffit pas? Bon, pour moi, ce qui pèse, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Oui, parce que c'est là où le bas blesse. Oui, il y a des arrêtés quand même qui sont publiés, des arrêtés fixant les prix des produits, mais sur le terrain, on se rend compte d'une autre réalité. Les prix ne sont pas respectés. Sur le terrain, il y a le contrôle fait défaut. Il y a la spéculation et le contrôle fait défaut. Par exemple, je prends le cas de l'huile. On sort un arrêté disant que le litre doit être vendu à 1200 francs. Et les boutiquiers le vendent entre 1500 et 1700 francs. Qui sera devant le boutiquier pour défendre le consommateur ou bien rappeler à l'ordre le commerçant? C'est dans beaucoup de boutiques, le contrôle est absent. Des boutiques peuvent rester des semaines sans recevoir des contrôleurs. D'où les récents appels des acteurs. Par exemple, lors du dernier Conseil national de la consommation qui s'est tenu le 6 septembre dernier, le directeur du commerce intérieur n'a cessé de le rappeler. Il faut qu'on renforce en moyens humains et matériels. Sinon, ce sera difficile. Sinon, l'État va connaître à renoncer, l'État peut renoncer à 1000 milliards. Le problème ne sera pas réglé. Parce que le tendon d'Achille, c'est le contrôle. Il faut que l'État sorte les moyens qu'il faut pour asseoir une bonne stratégie de contrôle. Et dans ce cas, le consommateur sera protégé, les prix seront stables et tout le monde va en bénéficier. Mais selon des économistes, la hausse pourrait perdurer. Oui, la hausse pourrait perdurer parce que tous les facteurs. On peut dire que nous allons vers des temps sombres.
Oui, effectivement. Parce qu'à un moment donné, il y aura des tensions dans l'approvisionnement. On a constaté que récemment, l'Inde a peut-être diminué ou bien tend vers l'arrêt des exportations. L'Inde concernant le riz. Et quand c'est rare, c'est cher. Si certains pays arrêtent d'exporter, les pays qui en ont besoin, qui ne sont pas autosuffisants, vont ressentir les conséquences à travers la rareté des produits, mais également à travers la cherté des produits. Et conséquences, les ménages vont souffrir. Mais est-ce que ce n'est pas le moment de booster la production locale dans ce cas? Bon, je pense qu'on voit le bout du tunnel parce que l'État semble avoir compris. Parce que récemment, lors du dernier conseil, puis lors du dernier remaniement ministériel, on a vu le changement de dénomination concernant le ministère de l'Agriculture. Ce n'est plus le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, mais c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ça veut tout dire. On a besoin d'être souverain, on a besoin d'être autonome pour que les prix soient stables, pour que le coût de la vie soit supportable pour les ménages, soit à la portée de tous. Dans ce cas, il faudra mettre les moyens mécaniques, les moyens humains pour l'augmentation des rendements agricoles, pour que nous soyons autonomes, nous soyons autosuffisants en riz. Depuis le temps qu'on en parle. On en parle, mais malheureusement, on n'y arrive pas. On ne sait pas c'est quoi le problème. Chaque année, on nous parle de production record, mais au final, on ne le ressent pas dans la vie de tous les jours. Mais à mon avis, on ne doit pas se limiter à des productions records, à dire qu'on a atteint tant de millions de tonnes. Mais il faut on a besoin de solutions concrètes. Vers la transformation. C'est l'une des solutions. En ce moment, il faut transformer. Il ne faut plus exporter la matière première et ensuite recevoir les produits finis à des coûts un peu élevés, à des coûts trop chers. Il faut transformer sur place, consommer, après songer à exporter, songer à commercialiser, pour ensuite peut-être équilibrer la balance commerciale. Mais il faut qu'on commence à tendre vers la transformation. Ça aussi, ça risque d'être peut-être un processus assez difficile à atteindre. Ce ne sera pas difficile. Dans la mesure où les initiatives foisonnent. Il y a pas mal de PME, pas mal de start-up qui, de jour en jour, commencent à s'intéresser à la transformation. Ils n'ont besoin que de deux choses: l'accompagnement technique, l'accompagnement financier. S'ils sont accompagnés, s'ils sont bien accompagnés, mieux coachés, ils peuvent transformer l'anacarde, ils peuvent transformer le mil, ils peuvent transformer l'arachide, ils peuvent transformer le bissap, entre autres produits cultivés sur place. Il faut qu'ils soient accompagnés. C'est l'une des solutions à cette crise. Et pour revenir toujours aux solutions, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le gouvernement a pris une série de mesures pour soulager les ménages, le soutien aux familles vulnérables par exemple, avec plus de 43 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez là encore que ça peut permettre de contrebalancer ce qui se passe actuellement? Non, c'est une bonne chose d'assister les ménages parce qu'ils en ont besoin, parce que ces familles ont besoin du soutien de l'État. 80 000 francs, ça peut aider pour un mois, pour 2 mois, mais après c'est fini. C'est fini. Donc il faut des solutions sur le long terme. L'État, avant cette mesure-là, l'État avait suspendu la taxe conjoncturelle à l'exportation pour le sucre. L'État avait également subventionné le RIPADI à hauteur de 3,2 milliards. L'État aussi avait décidé de ne pas appliquer la TVA sur le riz. L'État aussi avait décidé de baisser la TVA sur le blé, qui est passé de 18 à 6%. Mais toutes ces mesures, toutes ces décisions n'auront d'impact que le jour où nous serons capables de mener une bonne politique de contrôle des prix. C'est ça le problème. Tout repose sur le contrôle. Tout repose sur le prix. Par exemple, je prends l'exemple du ciment, qui est sous le régime de l'homologation depuis février-mars. Actuellement, il a fallu qu'un conseil national de la consommation s'y tienne pour qu'on puisse voir le prix usine passer de 63 000 à 67 000. Le prix distributeur qui est passé à 75 000. Mais 2 jours après, un voisin m'a confié avoir acheté la tonne à 80 000. Oui, ça dépend aussi des localités. Bon, c'est à Dakar. Même à l'intérieur, oui, c'est la même chose aussi dans certaines zones à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, ce sont les gouverneurs qui fixent les prix en fonction du transport. Mais à Dakar, c'est 73 000. Mais il y en a qui l'achètent à 80 000. À qui la faute? Où est le problème? Le contrôle revient. Donc il faut plus de rigueur, plus de moyens, plus de contrôle
pour parvenir à nos fins et constater une baisse ou bien une stabilité des prix. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Demba Dia. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairés. C'est moi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien national Le Soleil. On enchaîne avec Point Écho. Puisque nous en parlions tout de suite, la flambée du prix du ciment inquiète les entrepreneurs du BTP. De 65 000 francs CFA, la tonne passe maintenant à 90 000 francs au plus selon les localités. À cela s'ajoute la hausse du coût des autres matériaux de construction. Cette situation fait fuir la clientèle. Les entreprises du BTP sont contraintes de tout supporter, de livrer à temps les chantiers avec les difficultés à la clé. C'est un sujet de Mme Abdou Kassé avec Sisignon. Le ciment, un produit indispensable à la construction, se fait rare. La demande étant supérieure à l'offre, la poudre grise coûte cher. Une situation difficile pour les promoteurs immobiliers. Le ciment, rappelons que c'est une matière essentielle qui nous permet de construire. Ouais, sa rareté sur le marché constitue également un phénomène vraiment très important parce que la rareté du ciment actuellement bloque tous nos travaux. Donc actuellement également, le coût de la construction également complètement également augmenté sur le marché. La tonne, disons qu'en 2021, le prix de la tonne du ciment était à 65 000, mais actuellement, sur le marché noir, la tonne peut se vendre jusqu'à 90 000, 100 000. Parfois même, des conflits ou malentendus naissent entre les tenanciers d'entreprises BTP et les clients qui refusent de mettre à nouveau la main à la poche une fois le devis établi. Le directeur général de PCM BTP en a fait les frais. Personnellement, je suis fortement impacté parce que le coût de la construction peut passer du simple au double. Donc le plus souvent, on organise des réunions avec les clients pour discuter de ces augmentations. Il y a certains clients qui seront compréhensifs, il y a d'autres qui avaient dit que c'était un devis déjà établi. Donc c'est à l'entrepreneur de se débrouiller pour libérer le chantier à temps. Libérer les chantiers de la clientèle à temps nécessite des efforts conséquents de la part de l'entrepreneur en question. Et en ces temps d'incertitude, avec la hausse du coût des matériaux de construction, les particuliers préfèrent ne pas investir. Une prudence aux effets pervers. Mais beaucoup de pertes financières. Donc là, actuellement, même les activités sont fortement au ralenti. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été arrêtés à cause de la rareté du ciment. Donc c'est des pertes, on n'a plus finir. Il y a beaucoup de clients qui sont beaucoup plus ou moins réticents, qui se disent que là, je ne vais pas construire parce que le coût des matériaux a fortement augmenté. Et pour vous rappeler également, ce n'est pas uniquement le ciment. Tous les matériaux de construction ont fortement augmenté sur le marché. Donc ça nous crée énormément de problèmes, nous qui sommes les principaux. La tonne de ciment qui coûtait 65 000 francs connaît une flambée exponentielle sur le marché. Le coût de la construction, de façon générale, est de plus en plus élevé dans un pays où il y a pourtant 3 grandes cimenteries. Une situation que dénoncent les consommateurs particuliers et les entreprises de BTP qui ne parviennent plus à supporter cette inflation. Merci Mme Abdou Kassé. Nous retrouvons Mamadou Ndiaye qui va tout de suite accueillir son invité, un économiste, Dr Nongoma Nekebe. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes docteur en sciences économiques, chercheur et formateur. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Oui, bonsoir madame. Très ravi de vous retrouver. Oui, très ravi de ce retour avec justement cette préoccupation qui est presque partagée par tous les Sénégalais. Oui. C'est la construction, c'est le logement, c'est l'immobilier, mais en même temps aussi c'est les infrastructures, les grands chantiers. Tout le monde est préoccupé aujourd'hui par d'abord l'inflation, la hausse des prix, la hausse généralisée des prix et particulièrement justement sur le ciment. Il se redresse et épouse sans doute la conjoncture en phase de relance partout justement dans le monde. On parle de relance, on parle justement de la reprise des grands travaux et un secteur justement qui était jusque-là confiné. La production bat les records à l'échelle mondiale toujours. Près de 5 milliards de tonnes sont produites annuellement depuis que cette relance-là s'est amorcée. Mais les prix, eux aussi, ils grimpent, comme on l'a vu justement dans l'élément de Mme Abdou Kassé. Aujourd'hui, la tonne est à 80 000, presque. Est-ce que, première question, c'est une embellie, une expansion ou carrément une remise à plat des fondamentaux justement dans le secteur du ciment? D'accord. Bon, merci beaucoup, M. Ndiaye, et merci pour l'invitation.
Donc, on a suivi tout ça, en fait, l'actualité concernant un peu l'évolution des prix. C'est un peu paradoxal dans la mesure où aujourd'hui, on voit que pratiquement la croissance du Sénégal est pratiquement portée par les investissements publics. Et quand on parle d'investissement public, c'est pratiquement dans des infrastructures qui sont en construction. Et donc, quand aujourd'hui le prix du ciment monte, donc voilà, ça compromet un peu tous ces efforts qui ont été fournis. Et dans la mesure où également, si on voit aujourd'hui la politique de l'État, c'est un peu l'accès au logement plutôt pour les citoyens. Donc, le ciment étant justement un des intrants justement de la construction, il est évident aujourd'hui que quand le prix monte, donc justement, cela va compromettre un peu tous les efforts qui ont été fournis dans ce sens par les autorités. Alors, pour une claire compréhension donc de l'enjeu, quel est le rôle du ciment dans l'économie? Donc d'abord, si on regarde bien, le ciment participe justement au BTP. Donc c'est un intrant dans la construction. Et aujourd'hui, si on regarde bien la contribution des BTP justement dans le PIB du pays, donc ça tourne entre 6 et 7%. Donc c'est un secteur qui est assez important dans le cadre justement de par sa contribution justement à l'économie. L'autre aspect, c'est aujourd'hui par rapport justement à l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui emploie beaucoup, donc qui crée des emplois et des emplois indirects. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, quand justement le secteur porte mal, tout le monde le sent. Tout à fait. Donc nous, on parle tout à l'heure d'accès au logement, on voit la flambée du prix du loyer. On a voté récemment une loi pour réglementer tout cela, mais cela n'a pas servi à grand-chose parce que justement, ça continue à grimper. Et justement, l'argument qui est donné, c'est que justement, le coût de la construction devient cher. Et si on parle justement des intrants de la construction, il y a le ciment, il y a le fer, également il y a le béton, tout cela qui contribue justement à l'activité justement des BTP. Alors, on est au Sénégal où il y a 3 cimenteries qui sont géographiquement assez bien implantées dans le pays, ne serait-ce que pour capter un peu d'avoir une demande, dit-on, solvable. Ouais. Mais normalement, les prix devaient baisser quand on a quand même aussi une abondance de cimenteries qui peut même peut-être ravitailler la sous-région, mais on reviendra un peu sur les difficultés d'approvisionnement des marchés de la sous-région. Absolument. Ce qui est paradoxal en fait, parce que donc voilà, on devait s'attendre justement avec les 3 cimenteries que justement le prix du ciment soit très abordable par rapport justement à la sous-région. Mais c'est pas le cas parce que justement l'ensemble des intrants, les intrants qui contribuent justement à la production du ciment ici au Sénégal sont importés. Ah oui. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. Donc parce qu'il y a les coûts des facteurs justement de production qui ont grimpé, justement les acteurs vont le répercuter effectivement sur le prix. Mais là où il y a la tension, c'est que le prix du ciment est un prix homologué. Et justement, ce qui veut dire que les cimentiers n'ont pas justement une marge de manœuvre sur le prix. Donc on a vu récemment, bien avant la crise, donc en 2010 déjà, il y avait une augmentation unilatérale justement du prix du ciment, de la tonne, et rapidement ils ont été rappelés à l'ordre. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, donc la crise sanitaire est passée par là, également la crise, la guerre ukrainienne également, fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est intrant, qui contribue justement à la production du ciment, aujourd'hui a grimpé. On parle du fuel, donc voilà, parce que l'industrie du ciment consomme beaucoup d'énergie. On parle également du charbon, donc on peut suivre les arguments fournis par l'un des cimentiers justement du Sénégal, c'est-à-dire qu'avant le charbon était importé à la Russie et aujourd'hui avec la guerre ukrainienne, fait qu'aujourd'hui justement ce créneau est aujourd'hui est compromis. Également, il y a d'autres éléments qui entrent dans le cadre justement de la production qui font qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle inflation par les coûts. Et le prix du ciment étant un prix homologué, donc les cimentiers n'ont pas justement une marge de manœuvre là-dessus. Et c'est heureux justement de constater que récemment, il y a un arrêté qui a été pris justement par le ministère en charge du commerce pour rehausser justement de 5 000 francs le prix usine justement de la tonne de ciment. C'est ça. Compte tenu de ça, il a dit, vu que les prix sont homologués depuis assez longtemps, comment pourrait-on faire dans ce cas pour atténuer ces effets d'inflation et pour rendre justement le ciment abordable et bon marché? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, donc le prix étant homologué, l'État, ce que peut faire, c'est l'État peut accompagner justement les cimenteries. Justement, donc, quelque part, il y a des taxes qui le sont imposées. Justement, si ces taxes pourraient être justement allégées. Mais on a espoir dans la mesure où
comme c'est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie et on tend justement vers la production du pétrole, on peut penser que justement, que lorsque la production du pétrole va commencer, donc justement, le coût du ciment pourrait justement baisser. Mais le ciment est produit localement. Ouais. Même si vous dites que peut-être certains intrants sont importés. Sont importés, oui. Chaque pays, normalement, doit posséder justement sa propre cimenterie. Ne serait-ce que pour peut-être se mettre un peu à l'abri des avatars, liés sans doute aux aléas du prix des produits importés. Est-ce qu'avec nos 3 cimenteries, le Sénégal peut se positionner comme quand même un pays diffuseur de ciment à l'échelle de la sous-région? Déjà, il est déjà. Il est déjà. Approvisionne-t-il justement ces marchés-là de façon tout à fait régulière et permanente? Il est déjà, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, 20% de la production du ciment donc, va dans la sous-région. D'accord. Donc on dit qu'ici le ciment est cher, et chez le prix du ciment est cher, c'est vrai, mais comparé à la sous-région, c'est moins cher. Donc, ouais, donc c'est aujourd'hui l'argument qui est donné par les acteurs pour dire que voilà, le ciment est moins cher au Sénégal, parce que justement, dans les autres pays dans la sous-région, ils n'ont pas autant de cimenteries que nous l'avons ici au Sénégal. Donc maintenant, comment nous pouvons faire justement pour mieux rendre le ciment accessible, c'est là où il y a enjeu. Et justement, de ce point de vue, l'État a un rôle important à jouer dans la mesure où, justement, dans le cadre de l'installation des cimenteries, souvent il y a ce qu'on appelle des conventions minières qui sont signées. Et ces conventions minières donne des incitations justement aux industries pour leur donner certaines facilités pour justement rendre l'installation facile. Ok. Nous parlions tantôt justement d'embellie là, dans certains pays, avec justement la prévision d'exploitation des ressources minières au Mali, au Niger, au Burkina Faso et peut-être même un peu plus loin vers le Nigeria. Mais tous ces pays envisagent également justement de se doter de cimenterie. Ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être le marché va se fragmenter. Qu'est-ce qui peut se passer comme scénario si chaque pays maintenant est doté d'une cimenterie? Donc, ce qui veut dire qu'il y a une partie de l'offre du marché qui ne sera pas absorbée. Tout à fait. Donc, le prix étant homologué, donc voilà, la demande nationale ne pourra pas tout justement tout absorber. Et c'est d'autant plus paradoxal que maintenant, on parle même d'une 4e cimenterie. N'est-ce pas? Voilà, il y a des perspectives pour aller dans ce sens. Qu'est-ce qui l'explique? C'est parce que le marché est florissant? Quand même, c'est un marché porteur quand même. C'est un marché porteur et également, je pense que même si on vit l'installation de Dangote, c'est ce qui a un peu incité Dangote. Dangote, ce qui fait qu'il y a le Sénégal qui est là, mais ce qui est plus intéressant, c'est que la sous-région, on est dans le cadre d'un marché commun, donc ce qui veut dire qu'on peut produire au Sénégal et vendre justement au Mali, dans la sous-région. Donc il n'y a pas tellement de taxes liées justement à des tracasseries de douanières, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le marché est élargi. Ce n'est plus le marché national qui est là, mais c'est le marché communautaire qui est là, avec les populations de tous les pays qui font qu'aujourd'hui la demande est importante. Maintenant, c'est vrai que quand les autres pays vont mettre en place le cimenterie, donc cela va réduire justement la production, l'offre aussi au Sénégal, et cela pourrait également impacter sur le prix. Sur le prix. Sur le prix également. Et ça, du coup, on pourrait relancer peut-être un peu la consommation. Non, je ne pense pas, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a une économie d'échelle. C'est-à-dire plus on produit, moins on supporte de coûts. Ce qui veut dire que quand la production va baisser, la demande va baisser, la production va suivre, et quand la production va suivre, donc les coûts comparés justement à la production vont augmenter. Donc l'économie d'échelle, justement, ce qu'on avait par rapport à la production d'avant, sera vraiment revue à la baisse. Très bien. La construction va-t-elle rester justement la locomotive donc de la croissance du ciment en Afrique, quand on sait que le marché il est complètement émietté? On peut le dire, parce qu'aujourd'hui, ce qui veut, en fait, parce qu'il n'y a que 2 composantes. D'un côté, il y a l'État qui achète pour construire les infrastructures. Notamment les BRT. De l'autre côté, oui, tout à fait, pour pouvoir faire certaines infrastructures. D'autre côté, il y a les ménages. Il y a les ménages, les privés. Les privés. Mais aujourd'hui, si on voit aujourd'hui le pouvoir d'achat... Et puis le port de Ndayane aussi. Oui, le pouvoir d'achat aujourd'hui, oui, absolument. Le pouvoir d'achat aujourd'hui des ménages est tellement faible que justement, seulement les ménages ne peuvent pas absorber justement la production. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit se préparer justement à cette phase, justement, lorsque l'État va se retirer avec la diminution des infrastructures, comment pouvoir justement observer toute l'offre justement qui vient sur le marché. Alors, venons-en maintenant aux inconvénients du ciment, puisqu'on dit que voilà, dans la composition du ciment, il y a du dioxyde de carbone. Oui. Et ça appelle à des questions de pollution, de dégradation de l'environnement. Tout à fait. Mais est-ce que les techniques sont un peu améliorées, ne serait-ce que pour réduire un peu l'impact négatif justement du ciment sur l'environnement de façon immédiate? Notamment, il y a une cimenterie qui est entre Barnier et Rufisque, on ne peut pas la nommer. Tout à fait. Mais on voit un peu peut-être les populations qui sont très vigilantes. Alerter sur ces effets-là. Absolument. Bon, en fait, ce que font maintenant les cimentiers, c'est dire qu'en fait, on a une politique RSE.
Oui. Et il faut dire que cela ne veut rien dire en fait. C'est ça, c'est un peu si c'est du mécénat. Donc on a vu que beaucoup de cimenteries ont mis en place des fondations justement pour essayer de couvrir justement l'ensemble de ces effets qu'ils produisent sur l'environnement. Mais c'est pas la peine en fait, parce que quand une industrie s'installe, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental qui a été menée. Il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui a été élaboré et l'industrie est tenue de respecter justement ce plan. Maintenant, si en fait le plan est respecté, si le diagnostic a été fait à l'avance et que les impacts ont été bien identifiés, donc la prise en compte justement de ces impacts devait justement permettre justement de compenser tout ce qui est effet justement négatif que l'industrie produit par rapport à son environnement. Maintenant, c'est le respect justement de ces plans de gestion environnementale qu'on peut se poser maintenant sur le respect justement de ces plans de gestion environnementale. C'est valable pour toutes les entreprises de cimenterie ou bien c'est juste pour les entreprises qui viennent de s'installer? Non, c'est pour toutes les... En fait, oui, mais une vieille cimenterie, quand même, pour l'adapter, il faut peut-être regarder un peu toute l'ergonomie. C'est-à-dire qu'avant que l'État même donne son autorisation pour justement l'installation de l'industrie, l'État donc suspend son autorisation à l'étude d'impact environnemental. Donc cette étude d'impact environnemental va aboutir à ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale. Maintenant, ce plan venant, donc l'industrie, en fait, le promoteur va dire, moi voilà, par rapport aux effets que je produis sur l'environnement, voilà les mesures que je préconise pour justement les compenser, justement, pour les réduire. Maintenant, ça permet juste d'avoir le quitus environnemental. C'est-à-dire que l'État donne l'autorisation, maintenant vous pouvez mettre en place votre industrie. Mais l'expérience a montré qu'après installation, justement, ces mesures ne sont pas suivies. Ce plan ne sont pas suivis, ce qui fait que l'impact qui est généré au niveau de l'environnement, donc il n'y a pas de mesures qui un peu correctrices avant justement de réduire cet impact-là. Ce qui fait aujourd'hui dire que c'est vrai qu'on produit à côté, mais parallèlement, qu'est-ce qu'on fait comme impact sur l'environnement? Donc voilà, c'est une question. Vous avez dit qu'on produit à côté, mais on consomme peut-être un peu plus loin. Géographiquement parlant, quand on regarde les cimenteries, elles sont dans un triangle entre Dakar et la région de Thiès. Tout à fait. Cette proximité-là avec les zones de consommation, est-ce qu'elle est une logique commerciale, une logique économique ou bien peut-être ça obéit à quel autre ordre? C'est plutôt économique parce que si on regarde bien, ces zones, ce sont des zones minières. Là où on exploite le phosphate, est-ce que vous voyez, souvent quand vous passez, vous voyez qu'on creuse pour chercher donc, la matière première. Donc, ça veut dire que les entreprises cherchent justement à se rapprocher justement de ces intrants qui est nécessaire justement à la production. Donc, c'est plutôt une logique économique qui les pousse justement à se concentrer dans ces zones. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, aujourd'hui, acheter le ciment à Dakar est beaucoup moins cher qu'acheter le ciment dans les autres régions. Parce que justement, après, quand on va transporter le ciment dans les autres régions, il faut répercuter maintenant le coût du transport. Et en termes d'équité, ça pose problème. Pour corriger maintenant ce déséquilibre-là, cette perte d'équité, est-ce qu'il ne faudrait pas encourager peut-être les prochains investisseurs à aller dans des régions non pourvues ou bien un peu dépourvues justement de moyens d'accéder au ciment? C'est toute la question. Oui, notamment par exemple la région de Matam ou la région de Podor, non? Matam, oui, Matam. C'est toute la question. C'est toute la question dans un contexte où on parle d'aménagement du territoire. Oui. Aménager le territoire voudrait dire que justement tout ce qui est industrie soit réparti de manière équitable à travers le territoire national. Alors, est-ce qu'on peut voir un scénario qui permettrait sans doute de rassurer quand même un peu les Sénégalais qui sont de grands constructeurs devant l'Éternel? Oui. Bon, pour le moment, si on regarde bien le prix actuellement, à 73 000 à Dakar, pour le prix distributeur, quand même, ce n'est pas tellement accessible en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Donc, si le prix ne baisse pas, ce qu'on peut faire pour rassurer, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a vu tout ce que l'État a fait en termes d'augmentation des salaires des fonctionnaires. Mais est-ce que cela suffit en fait? Oui. Est-ce que cela suffit justement pour les pousser justement à aller vers l'habitat? Voilà, Dr Kébé, merci beaucoup. Merci sujet très intéressant, mais que vous maîtrisez bien. Et voilà, les Sénégalais sont quand même assez édifiés sur justement le ciment et son impact sur la vie économique et même sociale de nos compatriotes. Adama. Merci Mamadou Ndia. Merci également à votre invité, Dr Ndongo Mané Kébé, docteur en sciences économiques, chercheur et formateur. À 19h45, les infos, le bulletin vous sera présenté par Awad Diop. Nous allons observer donc une petite pause et nous nous retrouvons dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.
bienvenue dans la Totale Dimanche. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de recevoir notre diplomate ce soir, Dr Ousseynou Ka, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes spécialiste en relations internationales. Alors, on l'évoquait en début de magazine, un siège permanent pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que c'est de l'utopie ou plutôt un rêve qui peut se réaliser? C'est une question de l'heure, parce que c'est une demande depuis des années. Depuis le rapport de Brahimi, Leïdar Brahimi, dans les années 2000, l'Afrique n'a cessé de demander d'avoir un siège au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'il faut savoir, si l'Afrique ne participe pas au niveau du Conseil de sécurité, il n'aura pas, en fait, du poids pour peser sur les décisions internationales. Donc c'est comme si on le laisse en rade par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale. Et le président de l'Union africaine, Macky Sall, a réaffirmé ce souhait récemment devant la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Les présidents américains et français disent qu'ils sont favorables. Ils ont aussi plaidé pour l'augmentation des nombres de sièges, des nombres de membres non permanents qui sont actuellement au nombre de 10. Peut-on alors espérer ce changement, vu que ce plaidoyer bénéficie du soutien de Joe Biden et de Emmanuel Macron? Bon, c'est une demande qui date de très longtemps. Mais la difficulté majeure, c'est de trouver en fait un choix. C'est-à-dire le choix par rapport aux Africains. Parce qu'il y a de cela, je pense 5 ans, on avait demandé quels sont les États africains qui sont capables de participer par rapport au Conseil de sécurité. Je pense qu'il y avait l'Afrique du Sud qui avait posé sa candidature, il y avait le Sénégal par rapport à sa diplomatie, l'Afrique du Sud par rapport à l'économie, et il y avait d'autres États qui avaient posé leur candidature. Donc il y a des difficultés par rapport à qui choisir, par rapport au choix. Également, comme vous le dites, peut-être là, il y a un changement, il y a un glissement, quoi. Parce que là, c'est l'Union africaine qui veut se charger de ce rôle-là. Parce que Macky Sall a dit que l'Union africaine doit avoir un siège au niveau du Conseil de sécurité. Donc ça, c'est louable. Au moins, il y a un consensus entre les États africains. S'il y a un consensus, c'est plus facile. Et il n'y aura pas besoin d'identifier peut-être un pays qui pourrait siéger? C'est ça le souci. Parce que c'est 52 États africains. 54. Et souvent, il y a cette guerre entre anglophones et francophones et lusophones. Donc, c'est difficile de trouver un choix. Donc, à mon avis, c'est mieux que ce sera un choix à tour de rôle. Peut-être le président qui se chargera de diriger l'Union africaine, voilà, peut être représenté comme membre au niveau du Conseil de sécurité. Il faut savoir aussi que par rapport au Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Donc, et les 10 membres permanents n'ont pas de poids par rapport aux décisions que choisissent les 5 autres membres. C'est comme si eux, ils dirigeaient le système mondial. Mais avec cette prise de position des États-Unis et de la France, ne pensez-vous pas que les choses pourraient aller plus vite pour le continent? Oui, parce qu'il faut savoir aussi que même si un État vaut un État, parce que même au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez vu qu'il y a plus de 100 États. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 152 États. Donc un État vaut un État, parce que c'est une question de souveraineté. Il faut juste avoir ce qu'on appelle, ce brevet-là qu'on appelle souveraineté pour participer au concert des nations, c'est-à-dire ce qu'on appelle la communauté internationale. Et malgré, on dit un État vaut un État, mais il y a des États qui pèsent lourd sur la scène internationale. Parce que c'est une question de rapport de force. Et quand on dit rapport de force, on parle de puissance. Et là, il y a 2 puissances majeures, c'est-à-dire les États-Unis et la France, qui ont demandé haut la main que l'Afrique doit avoir un siège au niveau du Conseil de sécurité. Si cela s'avère vrai, parce que c'est une diplomatie, et une diplomatie peut trouver des contours, beaucoup de contours, parce que ce sont des calculs. Comme je disais à votre camarade, en fait, les relations internationales, c'est une question de perception. Mais si vous voyez, la perception, c'est ce qui est derrière la réalité. C'est ça, en fait, en réalité, les relations internationales. Donc, il y a des pourparlers derrière. Peut-être, avec ces puissances-là,
nous pouvons dire que l'Afrique peut avoir un siège au niveau du Conseil de sécurité. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être flairer que cette réforme pourrait buter sur le refus d'autres membres permanents que sont le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, qui ne se sont pas encore exprimés sur la question? Parce qu'il faut savoir que depuis un bon moment, qu'il y a un changement de paradigme au niveau des relations internationales. C'est comme si nous sommes en fin de cycle, pour ne pas parler de Paul Valéry qui disait qu'on est à la fin des temps. Parce qu'il y a un changement sur tout. Donc, changement, donc peut-être ce changement-là, ce vent de changement-là peut toucher l'Afrique aussi. C'est ce que je me dis. Parce que vous voyez, même par rapport aux puissances, là, il y a la Chine, économiquement, qui pèse plus lourd que les États-Unis. Il y a la Russie, du point de vue militaire, du point de vue matériel, pèse plus lourd que les États-Unis. Donc, même si ces États-là ne disent rien, à mon avis, ce sont des non-dits. Mais du point de vue des partenariats ou du point de vue des relations internationales, ils sont obligés de soutenir l'Afrique. Parce que de plus en plus, il y a une ruée vers l'Afrique. Surtout pour la Russie et la Chine. Par rapport aux matières premières, et vous voyez ce qui se passe par rapport par rapport aux matières premières, aux flambées des produits. Donc, on est obligé. Voilà, on est obligé de venir en Afrique. Quoi qu'il en soit, l'Afrique sera un partenariat de soi. Le problème, c'est de choisir. De choisir le partenariat, et ce sera un partenariat donnant-donnant. Si on arrive à ces termes-là, l'Afrique peut gagner. En tout cas, merci beaucoup, Dr Ousseynou Ka. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors on enchaîne avec Bouillon Culture. On va s'arrêter sur ce que l'on appelle le tatouage traditionnel que l'on connaît sous le nom de Fudun. C'est un art ancestral qui est aujourd'hui très modernisé et c'est très tendance aussi. Au-delà de ses codes et ses motifs, le henné a beaucoup de vertus, comme vous allez tout de suite le constater dans ce reportage d'Aïssatou Kane. Des gestes ancestrales et des produits traditionnels aujourd'hui peut pratiquer celui du tatouage traditionnel. Dans la capitale, une jeune perpétue cette tradition. La poudre de henné est mélangée à une huile essentielle, du sucre et de l'eau. Après obtention d'une pâte, la spécialiste du tatouage traditionnel utilise une colle pour réaliser des motifs. Une fois la colle posée, Abi étale la pâte du henné. Après application, les parties tatouées vont être enveloppées d'un sachet pour environ 1 à 2 heures. Héritée de sa mère en faisant revivre l'art du tatouage traditionnel, cette jeune artiste contribue à faire revivre une pratique en grande partie effacée de la mémoire collective. Henné naturel. Ceci est du henné naturel. Ce sont ces feuilles qui sont réduites comme ça en poudre. Nos grands-mères l'utilisaient pour le tatouage éphémère de la peau et j'ai pris la relève. Il fallait aussi vraiment que je relève pour indiwaat ko ci dëkk bi. Malgré son jeune âge, elle reste ancrée à sa tradition, son maître mot, modernisé, tout en restant dans le cadre naturel du tatouage traditionnel. Avant, nos mamans faisaient tout le temps ce tatouage. Mais à un moment donné, je ne voyais plus ça. Donc, je me suis dit, je vais le perpétuer. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont apprécié. Nous l'avons modernisé. Le processus est devenu rapide. Il n'y a plus à s'éterniser en le faisant. Et créons des jolis motifs sans aucun produit chimique. Tout est naturel au fait d'un produit chimique. Arme secrète des femmes, dans de nombreuses civilisations, le henné procure beaucoup de bienfaits. C'est bien parce que dès on est vraiment revenu en force. C'est bien, nous avons ramené les pratiques ancestrales et il y a beaucoup de bienfaits. Le henné protège du mauvais œil. C'est thérapeutique, ça guérit les douleurs aux pieds, soigne les ongles malades et ça a été la fleur favorite du prophète. Aujourd'hui, cette tendance de faire le tatouage modernisé, le henné est disponible dans des tubes, hélas, mélangés à des substances chimiques dangereuses pour la santé.
C'est du henné tube, mais bi mooy poudre bi mooy bu ñuy jël. Beaucoup utilisent du henné tube, mais celui-là est plus naturel. Même si le tube est plus rapide, il reste qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui peuvent être allergènes et toxiques. Mais am na yoo xamante ni ça fait rien. Le tatouage traditionnel suscite aujourd'hui un engouement, une mode qui s'est répandue au bonheur des artistes dont tout l'art est d'enluminer le corps. Mais attention à ceux qui font usage de substances chimiques de synthèse. Et Aïssatou Kane va nous en dire encore plus sur cette alerte qu'elle a d'ailleurs lancée. Bonsoir Aïssatou et bienvenue. Bonsoir Anouchka. Alors le tatouage traditionnel est très en mode actuellement, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Mais il faut d'abord savoir que le tatouage traditionnel est fait à partir de produits qui sont, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui henné. C'est une plante de feuilles vert foncé qui est séchée, en plus après qui est réduite en poudre, qu'on appelle ici fuddën, le henné. Ça fait partie de nos traditions, c'est un héritage qui est ancré dans notre tradition. Et les femmes, avant, l'utilisaient pour embellir leur peau. Elles l'utilisaient aussi pour teindre leurs cheveux en rouge ou bien tatouer leurs mains et leurs pieds. Malheureusement, peu ont hérité de ce savoir-faire. C'est pour cela, Abi, comme on l'a vu dans le reportage, elle veut faire perpétuer ce savoir-faire-là en faisant quoi? En faisant ce tatouage traditionnel tout en utilisant ce henné en poudre naturelle. Mais en plus de cela, elle modernise en faisant quoi? Elle rajoute, par exemple, elle crée des motifs, de nouveaux motifs qui font que les jeunes vont apprécier. Mais en plus de cela, elle utilise des produits avec des extraits végétaux. C'est-à-dire que ça va permettre d'accélérer le processus de coloration. Parce que vous le savez, avant, nos grands-mères, quand ils le faisaient, ça prenait des heures et des heures, parfois même des jours. Voilà, ça faisait des jours. Donc, pour faciliter un peu la coloration, elle ajoute des extraits végétaux. Après, elle a mis ça sur les réseaux sociaux, les femmes ont apprécié. Maintenant, on voit que de plus en plus, avec les cérémonies, le henné time, vous en avez entendu parler. C'est incontournable maintenant. Voilà, les femmes font ça de plus en plus durant les cérémonies religieuses aussi. Les femmes arborent ce tatouage-là, ce tatouage traditionnel qui est très joli. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui le font et qui utilisent des tubes. Et dans ce tube-là, il y a le henné noir. Voilà, le henné noir, ou bien ils font des mélanges avec des composants chimiques qui fait que ça peut être dangereux pour la santé. Voilà, et ça peut être allergène ou bien toxique et dangereux pour la peau. Mais le tatouage traditionnel, quand même, avec du henné naturel, a beaucoup de vertus. Quand même, il faut le reconnaître. Si on utilise véritablement, naturellement, ce poudre-là, le henné. Effectivement aussi, c'est même recommandé par l'islam, vous le savez. Et avant, pour ces vertus qui sont thérapeutiques pour la peau, pour les ongles, mais aussi pour les cheveux. Donc avant, nos mamans, pour même en cas de douleur sur le pied, par exemple, pour soulager la douleur, ils utilisaient le henné, ils le mettaient sur leur pied, mais en même temps, coller ça avec des feuilles de poufton. Les femmes enceintes aussi, quand elles sont enceintes, elles peuvent étaler ça sur le ventre, la patte. Elles peuvent étaler ça sur le ventre. Ça va permettre à la femme, mais aussi à l'enfant, de se protéger du mauvais œil. Même quand tu n'es pas enceinte et que tu mets de l'henné, ça te protège du mauvais œil. C'est cicatrisant, c'est antibactérien, mais aussi ça tue les poux quand tu les mets sur ton cheveu. Ouais, voilà. Vous avez testé pour la main. Voilà, c'est joli. Hein? C'est très joli, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssatou Kane. Abdoul Mbow, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, est une personnalité politique très connue pour sa liberté de ton, grand défenseur des valeurs républicaines, le responsable politique de l'APR Thiès a quitté le journalisme pour la politique. Abdoul Mbow, un fidèle compagnon du président Macky Sall, il siège à l'Assemblée nationale depuis 2012. Son portrait, c'est avec Mamadou Sy. Abdoul Mbow est certes petit de par la taille, mais il ne se laisse pas faire sur le terrain politique. Lui, qui pourtant est titulaire d'un diplôme de journalisme, s'est retrouvé dans l'espace politique. Un rôle d'homme politique qu'il assume à la perfection. Ses interventions dans les médias l'illustrent parfaitement. Né le 9 janvier 1976,
Abdou est un député à l'Assemblée nationale. Depuis 2012, membre fondateur de l'Alliance pour la République, APR, l'actuel président de la commission des lois est l'un des militants loyaux au président de la République, patron de la coalition Benno Bokk Yakaar. Leur histoire semble liée. Alors qu'il était chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, l'institution dirigée à l'époque par Macky Sall. Abdou Mbow n'a pas hésité à suivre son mentor lorsque celui-ci fut déchu de la tête de la première institution. À ses côtés, ils ont livré des combats politiques récompensés par l'élection de Macky Sall à la tête du pays. Abdou devient juste après député à l'Assemblée nationale. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en journalisme et d'une licence en histoire. Dans la sphère politique, il a occupé plusieurs fonctions. Porte-parole de l'APR, vice-président de l'Assemblée nationale, secrétaire élu à l'Assemblée nationale, agent au service communication de la ville de Dakar entre 2011 et 2012. Aujourd'hui, président de la commission des lois, il fait partie des parlementaires de la 14e législature ayant siégé le plus dans l'hémicycle. Il fait partie des membres de l'APR qui n'hésite pas à monter au créneau pour défendre son leader et mentor, le président de la République, Macky Sall. À Thiès, sa base affective, Abdou Mbow est en train de perdre du terrain au profit de la coalition Yewwi Askan Wi. La défaite lors des locales législatives le démontre. Reconquérir la capitale du rail est désormais un challenge pour lui. Et dans notre sujet écolo de ce soir, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques a été promulguée il y a 2 ans. On va alors évaluer ses résultats avec un environnementaliste. Baïssa Lamar évoque beaucoup de manquements. La vulgarisation fait défaut et c'est ce qui explique, selon lui, le manque d'appropriation de cette loi par les citoyens. De plus, il n'y a pas assez de produits alternatifs sur le marché. Les précisions de Ami Diouf avec Augustin Mandon. Après 2 ans d'application, la loi contre le péril plastique cherche toujours son chemin. Les objets plastiques continuent d'orner les rues. C'est le fruit de manquements qui datent de 2015 avec l'arrêté ministériel sur l'interdiction des sachets plastiques, rappelle l'environnementaliste Baïssa Lamar. Il faut se rappeler qu'en 2008, il y avait une première loi qui avait été introduite dans le circuit par le ministère du Commerce. Et après la loi de 2008, il y a eu la loi de 2015 qui a été votée. Mais cette loi-là avait comme objectif d'interdire tout ce qui est type de sachet à faible micronage. Et en 2020, déjà, on a constaté que vraiment la loi de 2015 n'était pas une loi qui était ambitieuse. Et cette loi-là a été renforcée en 2020. Et aujourd'hui, 2 ans après aussi, force est de constater cet espoir-là est en train de jour en jour de s'amenuiser. Le président de l'Alliance des écologistes du Sénégal indexe d'autres manquements qui empêchent la nouvelle loi de connaître des avancées significatives. Un manque d'appropriation de cette loi par la population sénégalaise, ça c'est le premier point. Lutter contre les sachets plastiques, ça découle d'un problème systémique. La lutte contre les sachets plastiques ne dépend pas seulement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ça implique davantage aussi les producteurs, ça implique les industriels, ça implique les citoyens, ça implique aussi, pour résumer, beaucoup de parties prenantes. À cela s'ajoute aussi le manque de produits alternatifs sur le marché. Pour éradiquer ce phénomène, il préconise des pistes de solutions. Il faudrait que l'on verse dans ce qu'on appelle l'éducation environnementale. Il faudrait une bonne stratégie de communication pouvant expliquer les méfaits de ces sachets plastiques-là. Il faudrait une incitation et un accompagnement des industriels-là afin de les amener à verser dans la reconversion. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. L'espoir est permis avec la communauté internationale qui fait un grand pas pour freiner la matière. 2022, au mois de mars, la communauté internationale s'était réunie et là, on va vers la mise sur pied de loi qui est contraignante pour pouvoir vraiment aller vers la fin de l'utilisation de ces sachets plastiques-là.
Selon les estimations de l'Organisation de coopération et de développement économique, la production de plastique a explosé dans le monde, passant de 2 millions de tonnes en 1950 à 460 millions de tonnes en 2015, générant 353 millions de tonnes de déchets. Et pourtant, seuls moins de 10% sont actuellement recyclés et 22% sont abandonnés dans des décharges sauvages, brûlées à ciel ouvert ou rejetées. Et ailleurs, nous emmène ce soir à Thionck-Essyl, la capitale du Bluff dans le département de Bignona, à la découverte de la place mythique de Badiane Kossor. Toutes les décisions qui concernent Thionck-Essyl sont prises sur cette place à Sanba avec Daouda Sambou. Thionck-Essyl a été longtemps le plus gros village du Sénégal avant de devenir commune en 1990. Appelée capitale du Bluff, de par sa démographie et ses infrastructures, cette localité compte plusieurs endroits mythiques. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Badiane Kossor. Cette place mythique nommée Badiane Kossor. Badiane Kossor est synonyme d'une très grande histoire dans Thionck-Essyl. C'est ce qui fait en fait aujourd'hui le point de convergence de l'ensemble des quartiers de Thionck-Essyl pour vraiment chercher des bénédictions, des souhaits pour une harmonisation socio-culturelle au niveau de cette place. Donc cette place-là, elle est si importante, c'est pourquoi c'est la grande mosquée qui a été implantée ici à travers vraiment une cohésion sociale qui nous a permis d'avoir cette place et on a mis la mosquée. Cette place mythique symbolise l'unité de Thionck-Essyl. Selon les notables du village, Badiane Kossor est témoin de plusieurs initiatives. De la naissance qu'on a dit, du Gamou unitaire, c'est à travers de ça parce que ça suscite aujourd'hui l'unité de Thionck-Essyl. Donc c'est ce qui incarne derrière cette mosquée. Nous avons une association dénommée Badiane Kossor proprement qui a emprunté le nom de cette place. C'est les charges du village qui se retrouvent après chaque vendredi. Ils font des concertations pour voir en fait aujourd'hui les recommandations liées à des problèmes suscités dans les quartiers et les gens se les ramènent ici pour en discuter, pour donner vraiment les dernières décisions, des orientations ou bien des bénédictions à travers. Et chaque vendredi, ce groupe est déjà sur place ici. Cette place est à l'origine aussi de l'organisation du Gamou de Thionck-Essyl, le plus grand événement religieux de la zone. Et c'est ce qui donne aujourd'hui l'adhésion aussi de l'organisation, le Gamou unitaire, qui fédère l'ensemble des sections de Thionck-Essyl. Donc parlant de la diaspora, quand on parle de la diaspora, Dakar, Thiès, les autres entités des régions, nous avons la Gambie, nous avons l'aile extérieure et nous avons aussi les populations de Thionck-Essyl. Donc chaque année, ils se retrouvent pour faire vraiment des chants religieux, mais aussi des rencontres avec des thèmes si importants empruntés liés aux difficultés de cette commune. Les populations de Thionck-Essyl viennent presque toutes de Essyl Bandial. C'est pourquoi il est difficile, selon les anciens, de dire que c'est telle famille qui a fondé le village. Nous a permis aussi de s'organiser de sorte qu'il n'y a pas de question de caste. Thionck-Essyl, il n'y a pas de caste ici. Donc tout le monde est nous sommes autour certainement d'un seul cordon ombilical, ce qui suscite aujourd'hui, on parle de Thionck-Essyl, nous tous, on est du même père et de même mère. Donc ici, Thionck-Essyl, tu descends de Kamanar. Ça, c'est une organisation socio-culturelle, comme je l'ai toujours dit. Le village de 17 000 habitants est situé entre Molompe et Tendouk, sur la boucle du Bluff. La principale activité reste la riziculture. Et c'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et bonne suite des programmes sur ITV. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.